Je suis en GAEC, on est à GAEC deux associés avec un salarié sur une surface de 160 hectares avec à peu près 80 vaches laitières. Alors sur une surface 160 hectares mais qui est répartie sur quatre pôles, donc on a du temps sur la route, c'est-à-dire qu'on a à peu près 80 hectares sur le site principal où il y a les vaches laitières, où il y a le troupeau, et on a deux autres sites d'une trentaine d'hectares qui sont à une quinzaine de kilomètres. Donc c'était un peu historique. Plus une autre ferme de vin qui est à pareil, à une quinzaine de kilomètres aussi. Donc, si vous voulez, on passe du temps sur la route. Donc, le GNR, ça fait partie aussi des choses. Et puis, et ça joue aussi un petit peu dans la rotation de la ferme pour les cultures. Voilà. Merci beaucoup. Je te reprends la main et du coup, dès que tu as besoin d'amener des compléments, n'hésite pas. Donc, en effet, sur la ferme de la Faisanderie, du coup, sur le détail des sources d'émissions, donc, pas de surprise, on retrouve la fermentation entérique à 69%. Et ensuite, deuxième gros pôle, on retrouve la fabrication et le transport des intrants. Et troisième pôle, on va retrouver les émissions des sols agricoles. Globalement, les émissions brutes totales, elles se trouvent aux alentours des 552 tonnes équivalent de CO2 par an, ou à ramener à l'hectare, on est à 3,4. Donc on voit bien le changement aussi, hein, quand on ramène à la surface, c'est important de le rappeler sur tous les résultats qu'on vous propose depuis tout à l'heure. Donc avec le rappel des moyennes régionales en ruminant qui est de 3 et la moyenne régionale bovin-lait, donc ramenée à l'atelier de Bruno, qui est de 3,7. Donc globalement, les émissions sont sur les moyennes régionales. Donc voici pour ce diaporama-là. Sur ce second diaporama, c'est ce que Bruno du coup vous indiquait tout à l'heure, c'est qu'il a un parcellaire éclaté. Donc sur la consommation d'énergie, donc émissions directes, hein, sur le fuel, on a beaucoup de d'émissions. L'émission annuelle sur la ferme est de 91 litres par hectare, soit 0,23 tonnes équivalent de CO2 par hectare. Donc alors que la moyenne régionale est de 0,18. Donc en fait, cette différence s'explique par le parcellaire éclaté. Donc, comme quoi, il faut avoir une approche globale d'une ferme et que l'outil permet d'avoir cette approche pour comprendre d'où viennent les émissions et où est-ce qu'on va avoir des leviers ou pas. Ce que on met aussi en avant sur cette exploitation-là, c'est comme le présentaient les résultats en élevage global, l'achat d'aliments, du coup, va émettre. Et là, du coup, on est sur une ferme qui n'est pas autonome. Il y a de l'achat d'aliments, et il y a 180 tonnes de fourrage, qui représente à peu près 35 tonnes de CO2 équivalent par an, donc qui est globalement important sur cette ferme-là. Et la nuance, c'est ce qu'avait dit Caroline tout à l'heure, c'est que finalement, les emballages et les plastiques ne sont pas si importants que ça, alors que Bruno s'attendait également sur ses résultats de l'outil de retrouver ces emballages avec une grande part importante, et finalement, on est à 2 tonnes. Mm. Donc Ouais. finalement, on n'est pas si Donc, important. ouais, pour compléter ce tableau, donc les aliments achetés, donc on n'est toujours pas autonome, mais là, c'était une année, je crois que l'année où il y a eu l'étude, où on avait eu l'opportunité d'acheter du fourrage, où c'était une année assez compliquée. Donc voilà, c'est une année un peu exceptionnelle, mais bon, elle était là. Et autrement, au niveau emballage et plastique, on essaie sur une pratique c'est-à-dire on fait plus d'ensilage tas, on était parti sur une pratique enrubanage au maximum. Donc, alors enrubanage parce que justement, d'où la gestion de parcelles éloignées, parce que ben, faire d'ensilage à 15 km, ramener de la camelote à 15 km avec des remorques et des voisins, ben, c'est un chantier à aménager. Là, dans l'enrubanage, eh ben, on peut gérer le stockage. Alors, on a une bonne partie sur l'extérieur de culture ben, de luzerne et de trèfle. Donc c'est ça ce qu'on va ramener. Et donc c'est vrai que c'était la partie emballage, c'est ce qui nous faisait peur, même ce qui nous embêtait un petit peu. Après, c'est un côté pratique pour un peu dans notre système parce que ça nous permet je dirais, de concocter pardon, la recette du jour de différentes façons. C'est-à-dire qu'on met une botte de luzerne, une botte de raie gras et on fait notre petit mélange. Mais c'était vraiment l'emballage, c'était vraiment ce qui nous posait la question. Après, ben, pour en revenir à tout à l'heure, ce qui avait été dit, ben, normalement,
on fait partie du recyclage, c'est-à-dire que une à deux fois par an, on ramène tous nos plastiques à la COP. Voilà, donc c'est géré. Après, on ne sait pas ce que ça devient, mais voilà, on sait que nous, voilà, on a, je veux dire, on a mené notre mission de ramener nos plastiques. Voilà, donc ouais, c'était un peu la surprise du résultat. On l'avait vu ensemble. Je trouve ça intéressant, excusez-moi, je m'étouffe. Non. Intéressant de redonner l'année du diagnostic parce que du coup, il a été réalisé en 2024. Du coup, on était sur les récoltes 2023. Mm. Et comme vous le savez, 2023 a été très particulier. Donc, du coup, c'était intéressant que tu reprécises l'année et qu'on remette des dates là-dessus. Excusez-moi. Du coup, on passe sur le levier, en fait, un exemple de levier. Donc, comme on le dit tout à l'heure, c'est pas une ferme qui est autonome là-dessus. Donc, pour tendre à augmenter l'autonomie fourragère, hein, on n'a pas de relation de recette miracle pour donner l'autonomie directement, mais pour tendre à l'autonomie. Donc, trois fermes sur neuf sont concernées par l'achat de fourrage sur les résultats qu'on vous a présentés depuis tout à l'heure. Une seule ferme sur laquelle on peut faire évoluer ce levier, c'est celle-ci. Sinon, la SAU, en fait, n'est pas suffisante pour pouvoir faire travailler ce levier correctement. Donc, pour arriver à cette autonomie, l'éleveur remplace des cultures à visée d'autoconsommation, hein, toujours, par des fourrages. Donc, si c'est pour faire ça, en fait, c'est pas vraiment intéressant au niveau de l'impact des émissions. Par Mm. contre, plus la ferme est autonome en forage, moins elle émet. Donc là, en fait, sur la partie de la faisanderie, sur cette ferme-là, ce qui a été conseillé, c'est de passer 25 hectares, en fait, en prairie permanente ou en prairie de trèfle pour augmenter, en fait, la part prairie dans la rotation. Donc, voilà, après, peut-être, Mm. voilà, 28 hectares, Ouais. excusez-moi, Alors 28. pour revenir un petit peu, là, ce qu'on avait acheté à l'époque, c'était du fourrage grossier, c'était du trèfle violet, où on est à peine en autonomie, surtout sur les concentrés maintenant. Je veux dire, au niveau fourrage, on arrivait depuis à gérer mieux la partie autonomie fourrage, mais la partie concentrée, c'est un petit peu la partie à revoir. Et ce qu'on avait vu un petit peu dans les leviers, c'est que il y a une des fermes qui est en prairie, une trentaine d'hectares, donc c'est ça, les 28 là, qui est, on peut dire, menée assez extensivement. Donc on pourrait euh, travailler un peu plus, à gagner un petit peu plus sur cette partie-là. Donc c'était une partie. Alors depuis, il y a eu encore d'autres changements. Alors ce que j'avais dit à Léa, c'est que notre salarié vient nous rejoindre sur l'exploitation, s'associe avec nous et vient avec une surface supplémentaire qu'on va convertir en bio, une ferme conventionnelle qui passe en bio. Et donc là, automatiquement, ben là, on va avoir de l'autonomie. Ça va être beaucoup plus facile. On augmente un petit peu le troupeau en même temps. Mais voilà, donc je pense que là, au niveau de la partie ben, autonomie, ça va être beaucoup plus simple. Bah, c'est une bonne nouvelle. Et donc, juste pour compléter sur cette autonomie fourragère avec les fameux 28 hectares qui étaient du coup travaillés sur ce levier-là, du coup, on optimisait l'usage en fait des prairies et on passait aussi à des rendements supérieurs du coup pour gagner en autonomie, toujours avec cette idée en tête. Et on arrivait à une baisse d'émissions en fait de 6%. Donc, comme quoi, c'est vraiment pas négligeable en fait sur les fermes et qu'on peut avoir un réel impact avec un levier lié aux prairies. Il y a eu un deuxième levier qui a été testé qui a été modélisé sur cette ferme-là. Donc, c'était l'implantation de haies. Donc, pour augmenter tout basiquement le stock additionnel hein, de carbone. Donc, il y avait déjà à peu près 1500 mètres de haies de plus de 30 ans déjà en place. Donc, nous, le levier, on a juste modélisé comme si on ajoutait 500 mètres de haies supplémentaires. Et du coup, on arrivait à augmenter le stock additionnel de 4 tonnes par an. Donc, ce qui est pas négligeable, ce qui représentait plus de 6% du stock de carbone additionnel sur cette ferme-là. Donc, encore une fois, de beaux chiffres avec des leviers assez simples à mettre en place sur cette ferme.